À présent est venu le moment d'accueillir notre hôte pour cette journée. Il est architecte urbaniste. Il est né en Sicile, a grandi en Tunisie, puis changement de décor à Sarcelles, en région parisienne. Sa mère avait rêvé qu'il deviendrait architecte. Elle l'avait vu juste. Sa passion, c'est de rendre le monde meilleur, sincèrement, simplement. C'est surtout le soin apporté aux plus fragiles qui le rend le plus heureux. Il porte le prénom du plus grand jazzman brésilien de tous les temps. Commencez à chercher. Il n'est pas derrière moi, non, ça va, très bien. Il porte le prénom du plus grand jazzman brésilien de tous les temps. Son nom fait de lui un voyageur perpétuel. Depuis 1 an, il préside le club immobilier Nantes Atlantique, alias le SINA, qui vous a concocté cette journée bauloise avec autant de passion que de rigueur et des minuties, j'en ai été témoin. Celui que nous allons accueillir s'est mis en tête de transformer ce qui n'était à l'origine qu'un simple club professionnel en un collectif profondément engagé pour des logements accessibles et respectueux des limites planétaires, engagé pour une cité inclusive où le soin et le social sont des valeurs cardinales, engagé pour un urbanisme où l'humain n'est qu'un vivant parmi d'autres. Je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements Gilberto Pellegrino. Je te salue aussi. Hey. Quelle présentation. Ah ben oui, il fallait un petit peu. Hein. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est un immense plaisir pour moi de vous voir si nombreux dans cette magnifique salle d'Atlantia. Je veux remercier chaleureusement les élus, les professionnels de l'immobilier, les acteurs de l'économie, les institutionnels du territoire et bien sûr l'ensemble des adhérentes et des adhérents du SINA. Je veux aussi remercier Nicolas Criot et je voulais vous parler d'une petite anecdote qui, dans cette nuit précédente qui fut assez difficile pour moi, m'a rappelé un ouvrage que j'ai fait dans votre commune, un ouvrage dans une extension de ville où la ville de Guérande a souhaité développer en même temps qu'un secteur urbain toute une filière autour de la terre crue. Nous avons développé des logements sociaux intégrant de la terre crue et en 40 ans de carrière, c'est la première fois que j'ai vu arriver sur le chantier un cheval. Il nous a permis d'utiliser la terre des déblais mélangée avec de la fibre et donc avec le cheval nous avons, pas moi, j'ai observé ça, nous avons procédé à ce mélange. Et c'était un moment très étonnant. Cheval qui, comme vous le savez tous, depuis la fin du 19e, a disparu de notre environnement de la fabrique pour être remplacé par le cheval vapeur. Et je vous invite tous, vous le savez peut-être déjà, à lire l'ouvrage de Jean-Marc Jancovici, Un monde sans fin, qui parle de toutes ces questions-là. Nous mesurons le chemin parcouru pour rassembler une telle communauté aujourd'hui. Édifice n'est pas né d'un hasard, mais d'une nécessité. Ce qui a forgé depuis 4 ans l'ADN de notre biennale est né en 2022 pour célébrer les 30 ans du SINA. Édifice a été pensé dès le départ pour offrir un temps de recul indispensable face aux secousses sanitaires, économiques, climatiques du monde. L'esprit du SINA a toujours été celui d'un think tank à la fois réaliste et optimiste, capable de mettre l'expertise de toute une filière au service de son territoire. En 2022 fut le temps de la prise de conscience et du constat. Nous sentions alors que ce qui avait prévalu dans nos modèles était à repenser en totalité. Nous devions poser les bases d'une réflexion collective à horizon 2030-2050. Édifice 2024 fut consacré à l'exploration du champ des possibles. Nous avons mis l'accent sur le passage à l'acte en examinant des thèmes et des solutions
autour de la décarbonation, la présence de l'IA dans nos process, le low-tech ou encore l'inspiration par le biomimétisme. Aujourd'hui, en 2026, nous atteignons le temps de la maturité et de l'adaptation nécessaire systémique. Et je veux aujourd'hui regarder notre époque en face, sans concession, mais avec un optimisme farouche, comme ça a déjà été dit. Oui, le changement climatique est là, sous nos yeux, nous l'observons, nous le subissons. Oui, les modèles économiques d'hier, basés sur une ponction infinie des ressources, dans l'espérance d'une croissance tout aussi infinie, se sont grippés face au dérèglement social et environnemental qu'ils ont contribué à générer. Mais je suis aussi venu vous exprimer une chose simple ce matin. Cette finitude n'est pas une fatalité, c'est un potentiel de libération. Je prendrai volontiers l'intitulé d'un ouvrage de Michel Lusseau, « Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre ». C'est la fin de l'urbanisme automatique, c'est le début de l'urbanisme du vivant, c'est une invitation historique à réinventer la fabrique de la cité. Pour bâtir ce futur, notre premier chantier n'est pas technique, il est philosophique. Nous devons poser le socle d'une nouvelle urbanisation fondée sur de nouvelles valeurs. Pendant des décennies, nous avons pensé la ville contre la nature ou à côté de la nature. Demain, nous devons la penser avec elle, renouveler la ville sur elle-même, réparer le tissu existant. Ce n'est pas moins, c'est faire mieux. C'est redécouvrir le sens du soin, le sens de la sobriété heureuse et du partage. L'adaptation n'est pas une somme de contraintes, c'est réellement un projet de civilisation. Pour agir avec audace, nous devons aussi agir avec lucidité. Aujourd'hui, les bases de données et la science nous offrent une chance que nos ancêtres n'avaient pas. Nous pouvons cartographier l'avenir. Nous connaissons les effets de la hausse des températures, de l'élévation du niveau des mers, de l'effondrement de la biodiversité, de la rareté de l'eau, etc., etc. Ces données ne doivent pas être un outil de peur, elles doivent être nos boussoles. Comprendre le changement qui vient, c'est s'armer pour le devancer. Même le monde du risque et des assurances est en train de réinventer ces modèles pour nous aider à naviguer dans l'incertitude. L'incertitude ne doit plus paralyser l'action, elle doit stimuler notre agilité. Cette transition des territoires ne se fera pas avec les recettes financières du passé. Nous avons besoin d'une économie réinventée, plus humaine, plus locale, plus solidaire. L'adaptation de nos territoires, avant tout, sera sociale ou ne sera pas. Notre défi est de développer des modèles agiles qui ne laissent personne au bord du chemin et qui protègent en priorité les plus fragiles d'entre nous. Si nous voulons préserver les équilibres de notre société, nous devons faire évoluer notre façon de financer et de coopérer. Nous devons redonner aux actions conduisant à la mutation de nos territoires sa plus belle définition. Créer un refuge pour la communauté. Mesdames, Messieurs, pour que ce projet réussisse, il manque encore aujourd'hui un ingrédient essentiel. Cet ingrédient, c'est notre engagement. C'est le changement de nos comportements individuels et collectifs. On ne mobilise pas les énergies par culpabilisation ou par l'amorosité. L'écologie et l'urbanisme de demain ne doivent pas être ennuyeux. La ville résiliente que nous allons redessiner ensemble peut et doit être une ville vibrante, joyeuse, créative et terriblement désirable. Une ville, pour le dire simplement, qui donne envie d'y vivre. Chaque décision que vous prendrez dans vos métiers, chaque habitude que vous bousculerez,
Chaque projet que vous choisirez de mener différemment est une graine que vous plantez. Ne subissons pas l'histoire. Devenons les architectes de cette métamorphose. Cultivons l'adaptation ici et maintenant pour offrir aux nouvelles générations un futur dont ils pourront être fiers. C'est pour ces raisons que Édifice 2026 nous propose « Cultivons ensemble l'adaptation d'un futur pour un futur désirable ». Je vous remercie et je vous souhaite une magnifique journée de partage. Alors, je vais rester un peu sur le pupitre. Là, je ne sais pas ce qu'il va dire. Je vais vous présenter Dorothée Moison et je vais en dire quelques mots. Dorothée est une journaliste. Elle est autrice, conférencière, profondément engagée dans les enjeux environnementaux et climatiques. Sa trajectoire professionnelle diversifiée la positionne comme une influente dans le domaine du journalisme environnemental. Elle a débuté sa carrière à l'agence France Presse pendant 18 ans. En 2017, elle décide de quitter l'AFP pour se consacrer pleinement au climat et à l'environnement. En 2019, entre-temps, 2017-2019, tu as passé un master sur la question écologique. En 2019, elle participe à la création de la mission énergie au sein de la fondation Good Planet, projet destiné à éduquer les jeunes à la question énergétique. Elle n'a jamais cessé de travailler en freelance en tant que journaliste. Dorothée s'est engagée et a collaboré avec des médias de renom comme Le Monde, Mediapart, Les Jours, Reporter ou encore The Guardian, en partageant ses analyses, ses enquêtes sur les thématiques cruciales pour la planète. Tu as collaboré avec Yann Arthus Bertrand aussi pour un film qui s'appelle Legacy, notre héritage. Ça témoigne de ta capacité de journaliste à t'adapter à la création artistique pour sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux. Et enfin, en tant qu'autrice, elle a notamment publié en 2021 Les Plastiqueurs, une enquête sur ces industriels qui nous empoisonnent. En 2023, tu as publié, comme tu en as déjà un peu parlé, Les Éco-optimistes, qui montrent bien ta capacité à mener des enquêtes approfondies et à proposer des réflexions nuancées et optimistes sur les défis environnementaux. Et enfin, cette Bretonne, elle tenait à ce que je le dise, donc vous avez compris, originaire de Pornichet, a créé en 2023, du côté de Fréhel, un écolieu, Care et Or, où son association, les Éco-optimistes, sont engagés totalement dans l'adaptation. Voilà. Merci. Je te laisse.